Elles sont complexes, les réalités de l'hôpital. Il y a d'abord la réalité en termes de solidarité sociale, l'accueil de personnes vulnérables dans la maladie. Et puis il y a une réalité médico-scientifique de pointe qui assimile les fonctions de l'hôpital moderne à des fonctions de recherche, de développement de nouvelles thérapeutiques. Donc il y a un vrai paradoxe. On peut être très fier de notre médecine, mais on peut être inquiet sur l'évolution de l'hôpital en tant que lieu de la démocratie, c'est-à-dire de prise en compte de vulnérabilité qui ne trouvent aucun lieu dans la cité pour véritablement les accueillir. Donc c'est vraiment le principe de l'hospitalité, la tradition hospitalière, c'est une valeur extrêmement forte dans la société. Ce n'est pas uniquement la guérison, c'est véritablement le soin, la sollicitude, témoignée à travers une institution. Alors aujourd'hui, on veut faire du management hospitalier, on veut faire un hôpital entreprise. On peut se poser la question de la compatibilité entre ces modèles de l'industrie et puis la réalité du soin, qui est une réalité plus humble, plus complexe. Et les choix qui sont faits aujourd'hui ne sont pas des choix neutres, hein, puisqu'ils impactent la vie des personnes en termes de qualité d'existence, en termes de droit d'accès à des soins de qualité. Bref, c'est des questions qui touchent aux valeurs profondes de notre démocratie en termes de justice, par exemple. Je pars déjà du principe qu'une société, et Tenon le disait aussi à l'époque, une société doit être fière des valeurs civilisationnelles de ses institutions hospitalières, fière de ce que représente cette solidarité, puisque finalement chacun participe de la vie de l'hôpital et de ses capacités d'accueil. Alors, je dirais que les évolutions, elles sont fortes au niveau des approches thérapeutiques, c'est-à-dire que la science médicale évolue très vite, les paradigmes évoluent très vite, et on a tendance à penser que finalement l'hôpital devrait être plutôt un lieu qui accueille dans la technicité d'une manière assez rapide les personnes pour véritablement leur faire bénéficier des meilleures thérapeutiques, des thérapeutiques de pointe, et puis qu'une autre partie de la vie de la personne malade, notamment atteinte de maladies chroniques, se situe davantage dans la prise en charge en dehors de l'hôpital, à travers par exemple l'hospitalisation à domicile. Ça pose la question de l'aval de l'hôpital, c'est-à-dire de quel dispositif mettons en œuvre aujourd'hui pour faire qu'effectivement le temps de l'hospitalisation soit relativement court et d'une efficacité absolue, puis qu'ensuite il y ait un suivi de qualité. Et c'est des questions aujourd'hui qui se posent pour reconcevoir aujourd'hui non pas les valeurs de l'hôpital, mais la fonction de l'hôpital. D'autre part, l'hôpital avait une fonction sociale importante vis-à-vis des personnes âgées. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, avec le vieillissement de nos populations, de la réponse que l'on apporte en termes de soins au long cours. Bref, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont aujourd'hui à reprendre. Et on ne peut pas simplifier le débat sur l'hôpital en disant l'hôpital, c'est surtout un coût. C'est de la valeur sociale qu'on est aujourd'hui en train d'abraser, avec des conséquences extrêmement pernicieuses, puisque en termes de solidarité, c'est quelquefois le dernier lieu, encore une fois, qui va reprendre des personnes qui, faute de cette solitude, de cette sollicitude, n'existeraient plus. Vous savez qu'on est à une époque où on parle beaucoup de care, de sollicitude sociale, en quelque sorte d'attention portée à l'autre, notamment à la personne vulnérable, qui est de plus en plus finalement négligée dans ses attentes et même dans ses droits. Donc le soin, c'est vraiment une attention portée à l'autre. Et à l'hôpital, le soin, ce n'est pas uniquement la technicité du soin, c'est l'accueil, hein, c'est le suivi des personnes, c'est la reconnaissance de la personne pour ce qu'elle est, y compris lorsqu'elle est atteinte de maladies qui, d'une certaine manière, la relèguent socialement. L'expérience de la maladie, c'est l'expérience de la trahison, c'est l'expérience du rejet, c'est l'expérience finalement d'une vulnérabilité dans la société, qui fait que très rapidement, la personne se trouve désocialisée. Donc il y a une vraie réflexion sur quel type d'accompagnement développer pour permettre à la personne, malgré sa maladie au long cours, parce que de plus en plus on a des personnes atteintes de maladies chroniques, c'est-à-dire qui vont se développer sur des années. Les techniques aujourd'hui thérapeutiques permettent de non pas guérir la personne, mais de ralentir certaines évolutions. Quel type de réponse sociale va-t-on développer dans les années qui viennent pour que les gens n'aient pas le sentiment d'être dans des zones d'errance et de survie? Et comme les militants du sida le revendiquaient dans les années 80, la personne malade veut vivre avec sa maladie, mais vivre en société au cœur de notre vie sociale. Et on voit à quel point, avec les modèles ambiants aujourd'hui, de l'efficience, avec un contexte aussi de crise à tout niveau, les plus vulnérables, encore une fois, ne sont pas hiérarchiquement considérés comme les plus prioritaires.
Donc, vous voyez, s'est développé des négligences et puis des discussions qui ont à voir véritablement avec les valeurs de la cité. Certaines molécules sont très coûteuses. Est-ce qu'on va permettre à une personne de 80 ans de bénéficier d'un traitement anticancéreux qui est très coûteux? Selon quels critères on décide? Est-ce qu'il y a des vrais arbitrages? Est-ce qu'on est plutôt dans l'arbitraire? Ça pose des questions fondamentales. L'accès, par exemple, à un greffon lorsqu'on a besoin d'un greffon se situe aujourd'hui dans un contexte extrêmement bien régulé à travers une agence comme l'Agence de la biomédecine, mais toutes ces mécaniques pourraient très vite se déréguler si les valeurs ne sont pas posées, pensées et défendues. Donc j'attends, à titre personnel, une prise de conscience de la part notamment des politiques, de la réalité sociale, mais aussi de la réalité éthique de ce qu'est l'instance hospitalière. Et quand je dis instance hospitalière, je pense également, dans cette réflexion, associer toutes les structures, qu'elles soient publiques ou privées, qui font par exemple de leur vocation un accueil des personnes handicapées, des personnes âgées. Il y a toute une réflexion de fond. Quand vous allez sur le terrain, vous voyez cohabiter des réussites, c'est-à-dire des lieux d'hospitalité, des lieux de soins, des lieux où on écoute, où on accompagne, des lieux de sollicitude, avec des lieux d'enfermement, des lieux qui sont très ségrégatifs et qui sont comme des injures pour notre démocratie. La citoyenneté de la personne malade, on est dans un contexte fondapol politique, me semble être une revendication extrêmement forte. Et encore une fois, il ne faut pas regarder la personne dans ce qu'elle n'a plus parce qu'elle est malade ou handicapée, mais voir ce qu'elle représente également comme questionnement sur nos valeurs constitutives et sur notre sollicitude. Donc pour moi, l'éthique du soin, c'est une éthique politique, c'est-à-dire une manière pour une société de ne pas renoncer à assumer ses responsabilités. C'est que le grand principe de l'éthique médicale est le principe de non-abandon de la personne. On ne déserte pas. Et je rends hommage aux professionnels qui sont sur le front dans des conditions souvent même de non-valorisation de leurs activités. Ces personnes défendent, plus qu'on ne le pense, plus qu'on le croit, les valeurs de la démocratie. C'est ça aussi l'éthique du soin. Vous savez, les évolutions au niveau des thérapeutiques aujourd'hui vont vers une personnalisation des traitements. On parle d'ailleurs de médecine personnalisée, avec toutes les réflexions en matière de génomique, de génétique. Donc l'approche de la personne malade est de plus en plus une approche singulière, avec des problématiques que pose l'accès à certains traitements, puisqu'on ne donnera des traitements qu'aux personnes qui pourraient véritablement en tirer un bénéfice. Ça, c'est un premier point à prendre en considération. Il y a des ruptures dans les paradigmes. Et c'est vrai qu'une question se posera probablement dans les années qui viennent. Il y aura ceux qui peuvent bénéficier de thérapeutiques et ceux qui, parce qu'ils sont physiologiquement, génétiquement, ne pourront pas bénéficier de ces thérapeutiques. Ça porte donc une question de justice. Alors, dans l'approche éthique, chaque personne doit être considérée dans sa singularité et dans ses droits propres. Vous avez la loi du 4 mars 2002, la loi dite Kouchner sur le droit des malades et qualité du système de santé, qui de plus en plus reconnaît l'autonomie de la personne malade, son droit de décider, avec tout un ensemble d'éléments à prendre en compte au quotidien, comment respecter la personne, son choix, comment l'informer, bref. De plus en plus, la personne malade est prise en considération, mais dans un contexte qui est de plus en plus précaire, puisque pour véritablement pouvoir se consacrer à la personne dans sa singularité, il faut de la disponibilité, il faut des équipes motivées, bref, il faut un contexte qui soit favorable, qui soit, j'allais dire, attentif. Et c'est vrai que si moi j'avais une réflexion à développer, c'est sur la gouvernance hospitalière. On demande à des professionnels de respecter d'une manière constante, dans une position souvent de non-jugement, des personnes. Et ces professionnels ont le sentiment de plus en plus d'une certaine forme de négligence, pour ne pas dire mépris à leur égard, de non-reconnaissance de ce qu'ils sont dans ce qu'ils font. Alors il y a d'une part la technicité, les exploits de la médecine moderne qui sont valorisés socialement et qui font la manchette des journaux. Et puis il y a cette médecine au quotidien et ce soin au quotidien très intime et souvent ultime. Lorsqu'on est auprès d'une personne âgée dépendante, atteinte de la maladie d'Alzheimer, et qu'on passe une nuit auprès d'elle pour la rassurer, la réconforter, pour lui donner encore envie d'exister un peu plus longtemps, ce n'est pas des éléments qui sont reconnus et valorisés comme des éléments de soins au sens du terme qui est aujourd'hui utilisé. Donc il y a vraiment une réflexion sur le fond de la reconnaissance de droits de la personne malade. Vous savez, l'histoire d'une maladie, c'est aussi l'histoire d'une dépersonnalisation. La maladie, elle vous entaille, elle vous entame. C'est le doute, c'est l'incertitude, c'est des questions personnelles que les gens se posent. Donc pour que la personne soit reconnue pour ce qu'elle est, il faut qu'elle se trouve dans un environnement
qui est un environnement de qualité. Et c'est là où il y a effectivement à prendre en compte dans le soin la personne malade, mais aussi ses proches. Et on voit par exemple pour certaines maladies qui sont des maladies chroniques, souvent le proche, qui est le conjoint, éprouve la maladie encore plus durement que le malade. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de réflexions à prendre en compte, d'autant plus, encore une fois, l'hospitalisation va être de plus en plus brève et que beaucoup du suivi de la personne aura lieu dans un domicile. Qu'en est-il, et on le voit sociologiquement, dans une société où il y a beaucoup de personnes seules? Est-ce qu'elles auraient moins droit de bénéficier de soins que des personnes accompagnées? Mais c'est tous ces éléments extrêmement concrets qui font que, on a tout à l'heure évoqué la notion d'éthique du soin, c'est véritablement une éthique qui doit être enracinée dans une véritable reconnaissance de ce qu'est une personne vulnérable. Avec ce grand principe, me semble-t-il, plus une personne est vulnérable, plus nous avons de responsabilités à son égard. La vraie question, c'est que les responsabilités ne sont pas illimitées. Et donc le but, ce n'est pas de guérir à tout prix, c'est de permettre à la personne de vivre son existence jusqu'à son terme. Avec la loi du 4 mars 2002, la loi Kouchner droit des malades et qualité du système de santé, on a parlé de démocratie sanitaire. C'était reconnaître les avancées des années SIDA, où des malades ont dit je vais vivre avec la maladie et je vais être reconnu dans ma citoyenneté avec des droits propres. Et donc de plus en plus, cette culture a diffusé et on parle d'une certaine forme de démocratie. On reconnaît une expertise à la personne malade, elle est associée aux décisions et des arbitrages sollicitent l'ensemble des partenaires, c'est le partenariat dans le soin. Moi, je parle de démocratie hospitalière, puisque je dis que la structure, l'institution hospitalière est un lieu de la démocratie, et qu'il y a une réflexion à mener aujourd'hui sur la place de l'hôpital dans le cadre de la vie démocratique, qui n'est pas uniquement portant sur l'économie de l'hôpital, sur le coût de l'hôpital en termes de dépenses de solidarité, mais sur les valeurs portées par un hôpital qui, 24 heures sur 24, est ouvert à l'appel de l'autre, témoigne de sollicitude totalement inattendue. Bref, me semble-t-il, c'est un des lieux garant véritablement des valeurs de la démocratie. Alors quand je le dis de manière assez abstraite, mais je pense que quand vous vivez au quotidien la réalité de l'hôpital, qui est une réalité souvent très ambivalente, faite de joie et de drames profonds, vous voyez ce qu'est notre société, c'est un lieu très révélateur de ce qu'est la société, à la fois dans ce qu'elle a de plus vrai et dans ce qu'elle a de plus sombre. Et vous voyez les réponses que des membres de la cité, les soignants, avec des membres d'associations, apportent aux personnes qui sont en demande de cette reconnaissance. Donc c'est ce que j'appellerais moi la démocratie hospitalière.